On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On le sait, le Fonds Claude Raymond honore à chaque année de jeunes sportifs, mais aussi des gens talentueux, des gens qui sont dans le monde de la culture et des arts. Et aussi, on a remis un prix honorifique à l'un de ceux-là qui a contribué fortement à la région et il s'appelle Gilles Gemme. Vous savez, la semaine dernière, ici même à l'émission, on recevait Claude Raymond, qui est le président honoraire du Fonds Claude Raymond, le fonds qui porte son nom, accompagné des deux athlètes féminines et masculins de l'année, Aurélie Rivard et Étienne Papineau, en golf et en natation, mais aussi à l'occasion de cette soirée, parce que vous savez, le Fonds Claude Raymond, depuis plusieurs années, évidemment, on parle beaucoup de sport et c'est tout à fait correct, mais on a ouvert aussi à la culture, aux arts, aux communications, bref, on a ouvert un peu le Fonds Claude Raymond. Et d'ailleurs, à l'occasion de la présentation des athlètes, on a aussi décerné un Claude, parce que c'est le nouveau nom des prix, donc on dessert maintenant des Claudes, à Gilles Gemme pour, évidemment, sa contribution à la communauté, notamment dans le domaine des arts et de la culture. Il est avec nous. Gilles Gemme, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez reçu un premier Claude, hein? Un prix honorifique pour votre dévouement, contribution à la culture, ici même, dans la communauté. Comment ça vous a été présenté? On m'a téléphoné. J'étais d'abord très surpris parce que je ne faisais pas partie d'un concours. On te téléphone un après-midi en disant, ben là, tu vas recevoir un hommage de Claude Raymond, du Fonds Claude Raymond. J'ai été surpris, très honoré. Tout à fait, très honoré. D'ailleurs, ce soir-là, la première chose que j'ai dite, c'est, j'ai tout simplement dit à Claude Raymond, c'est toi qui mériterais en premier ce prix, parce que avec la carrière qu'il a eue, puis avec le dévouement qu'il a envers les jeunes, envers tous ceux qui veulent réaliser un rêve, alors c'est lui qui aurait dû avoir le premier Claude, finalement. Alors, j'en suis d'autant plus honoré, tout à fait. Bon. En même temps, ce n'est pas la première fois qu'on vous honore, parce qu'on l'avait fait à la soirée Essar en 2012. Oui. Et souvent, quelqu'un m'avait déjà dit, quand on commence à remporter ce genre de prix pour l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de la carrière, c'est donc dire qu'on n'est plus d'un très, très jeune âge. Généralement. C'est rare que ça arrive en début de carrière, ces affaires-là. C'est rare. C'est rare, mais... moi, ce que je me dis, d'ailleurs, je l'ai dit, je pense, en 2012, je ne sais plus en quel terme je l'ai dit, mais j'ai dit à peu près, vous me dites de continuer, en guillemets, là. Je veux dire, c'est simplement une poussée vers l'avant. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, c'est un frein, c'est une deuxième poussée vers l'avant. Dans le fond, on fait un métier comme celui-là parce qu'on aime ça. C'est une question de conviction. Alors, je n'ai pas l'intention d'arrêter demain matin. Par contre, quand on reçoit un tel prix, c'est renversant jusqu'à un certain point. C'est renversant. C'est renversant parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on se dit, bien là, qu'est-ce que j'ai fait de si extraordinaire pour mériter ça? J'ai simplement fait ce que j'aime dans la vie. Et est-ce qu'on vous a expliqué un peu pourquoi le Fonds Claude Raymond vous a choisi? Est-ce que vous-même, vous étiez un peu surpris, bon, d'être honoré à la soirée Essar, c'est une chose, mais le Fonds Claude Raymond, qui d'abord et avant tout était reconnu d'abord comme un organisme qui fait la promotion du sport amateur et tout ça, est-ce que c'était un peu curieux de dire, hein, le Fonds Claude Raymond qui veut m'honorer, moi, pour ma contribution dans le monde des arts et de la culture? Comme, ouais. Fait juste dire ça, on fait comme c'est un peu bizarre. Ah, mais il faut dire qu'on m'a donné un indice. On parlait de bénévolat, parce qu'il faut dire que dans le sport, il y a énormément de bénévolat. Je pense que dans le sport ou dans les arts, il n'y a jamais un contrat qu'il faut respecter à la ligne près, parce que si on ne faisait que ça, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Alors, on m'avait déjà donné cet indice. Et moi, j'ai bien compris là-dedans que, de toute façon, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les arts, je pense qu'il y a une connexion qui se fait facilement. Et on ne peut pas réussir ni dans l'un ni dans l'autre sans avoir une grande conviction, sans avoir une grande passion
Et ça, je sais que j'ai toujours été un D'ailleurs, passionné. de mémoire, ça fait quand même plusieurs années. Bon, le fonds existe depuis une quarantaine d'années, mais ça fait peut-être, je ne sais pas moi, 5 ou 10 ans où le fonds Claude Raymond a ouvert ses portes, Oui, tout à fait. pas juste au sport amateur, mais aussi aux arts et à la culture pour des gens de la région Oui. qui pratiquent un instrument ou peu importe, bon, visiblement. Donc, ça a du sens. Donc, c'est intéressant de voir que le fonds Claude Raymond s'est intéressé et pas resté uniquement là, dans la fenêtre des sports. Tout à fait. Et il y a quelques années, j'avais rencontré Claude pendant un symposium. Et puis, on s'était dit, il faut de plus en plus trouver, d'ailleurs, c'est lui qui me l'avait dit, trouver de plus en plus de projets qu'on peut aller chercher en art. Parce qu'il y a, comme je viens de le dire, il y a une connexion à faire entre les différentes, l'espèce de passion qu'on doit avoir par rapport à son métier, par rapport à son art. Alors, moi, j'étais absolument d'accord avec ça. Je me retrouve aujourd'hui avec un prix. Je dis, bon, bravo pour les jeunes. Alors, mais c'est sûr que je vais travailler de plus en plus à faire en sorte qu'on reconnaisse ce que les jeunes font en art aussi. Bon, principalement, sur le plan professionnel, vous avez travaillé comme conseiller pédagogique. Oui. Vous avez fait de l'enseignement un peu avant aussi? Ah, un peu, oui, 7 ans. Et après ça, j'ai été conseiller pédagogique, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation et voilà, plein de choses après. Bon. Mais en même temps, en parallèle de la carrière professionnelle en enseignement ou comme conseiller pédagogique à la commission scolaire ou au ministère de l'Éducation, vous avez toujours été en parallèle auteur, artiste dans l'âme. Là, vous vous occupez d'Artaud depuis plusieurs années. Bref, l'écriture ou l'art en général n'a jamais été très, très loin de la carrière professionnelle comme conseiller pédagogique, là. Non, parce que finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que on est toujours près de la façon d'exprimer quelque chose, la façon de s'identifier. Moi, dans le fond, est-ce que j'ai travaillé principalement en art? Je me dirais, j'ai travaillé principalement à réussir à identifier, autant à identifier là où je vis que m'identifier moi-même. Parce que les arts, entre autres, c'est une façon de faire sa signature. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire, m'identifier, puis voilà, j'y travaille encore. Bon, ce que je trouvais intéressant d'ailleurs quand je lisais l'article d'Isabelle Laramée dans le Canada français, parce qu'on relatait un peu les faits saillants de votre carrière. Vous savez que moi, je suis né en 1971, donc j'ai 45 ans. Oui. Et là, d'ailleurs, je ne savais pas ça. C'est la création du camp Solar en 1971 sur les rives du Richelieu à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. C'était quoi ça, le camp Solar? Le camp Solar, c'était un camp qui durait une semaine et demie. Ça se passait entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Canada. Ça se passait dans le temps, on appelait ça au camp de Monseigneur-Évêque, qui est maintenant l'Estacade. Et ça rejoint, d'ailleurs, si j'avais une activité à me dire, celle-là vient en premier, émotivement, j'y suis encore attaché. Ça a duré quand même 10 ans. Et les jeunes, et sans tenir compte de leur fortune, la fortune familiale, parce que ça coûtait 70 les cours étaient payés, la nourriture, le gîte et tout ça. Et il y avait des profs, on a eu des gens comme Mario Charbonneau, on a eu des gens comme Roger Alexandre, on a eu... il y avait... les jeunes qui étaient inscrits en peinture recevaient des cours personnels en peinture, qui étaient inscrits en musique recevaient des cours personnels d'avant-midi, soit en clarinette, soit... comme ça, là... même il y avait des cours de cirque avec Guy Caron, qui a été ensuite à la Fondation du Cirque du Soleil. Alors, c'était quelque chose de merveilleux. On se couchait tard. La création des Belles-Sœurs en 1976 à l'Acadie, qu'est-ce que c'est? Bien, à l'Acadie, c'était, je pense, en 78, 76, je ne sais plus. C'était l'année de la femme. Et je rencontre par hasard Monique Théberge, qui me dit, il faudrait faire quelque chose. Donc, on est allé chercher une petite subvention qui était 2000 $, si j'ai bon souvenir. Et je me suis dit, tiens, on va monter les Belles-Sœurs avec des artistes qui n'étaient pas des comédiens professionnels.
Et on a monté les Belles Sœurs. Et ça a eu un succès. Dans le temps, c'était là où est le théâtre de Grand Pré, mais il n'y avait pas Et d'aménagement. tout ça a un peu précédé la fondation du théâtre de Grand Pré. C'est ça. Ça a été la première pièce du théâtre de Grand Pré. Moi, j'ai dû quitter après parce que je suis allé au ministère de l'Éducation et Mme de la Durantais a poursuivi. Et je suis revenu 25 ans plus tard pour remonter les Belles Sœurs. Quand même. Ouais. Il y a eu aussi la création du Festival des Arts. Là, on est plus dans les années 90, 94, tout à fait. sur la rue du Quai, ce qui a connu aussi pas mal de succès. Là. Oui, tout à fait. On avait même, à cette époque-là, réussi à, en guillemets, avec l'accord du conseil municipal, fermer la rue du Quai. Il y avait des kiosques tout le long de la rue. Il y avait une grande scène. Et pendant 3 jours, toutes les écoles avaient des kiosques et tous les jeunes qui faisaient partie d'un groupe au plan culturel dans toute la région du Haut-Richelieu avaient leur place sur scène. Et puis, bon, ça avait été tout à fait... Ça a duré quelques années, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Mais voilà, peut-être un peu plus. Il y a eu ce qu'on a appelé aussi le symposium d'art. Il y a eu le symposium d'art. Avec l'activité stylo-pinceau qui était associée au symposium d'art. Et donc, chaque année, des artistes qui créent des grands formats en public, qui revient d'ailleurs cette année fêter son 20e anniversaire. Ça sera dans le parc du centre-ville, ici, tout près d'ici. Alors, voilà. Oui. Bon. Quand on parle de Arto Jazz ou les soirées d'Arto Jazz, là, ça aussi, c'était une initiative intéressante. Oui, tout à fait. C'était parti de l'idée où je me disais, bien, Saint-Jean a été déjà un lieu où il y avait beaucoup de jazz. Et en causant avec Annie Ducharme, qui était beaucoup dans le milieu, et Pierre-Armand Tremblay, André Lahaye, on s'était dit, si on ressuscitait le jazz à Saint-Jean, et je pense que ça a quand même bien marché, là. Ça a duré 5 ans, Arto Jazz, à raison de 30 quelques spectacles par année, tellement que les musiciens de jazz à Montréal disaient, ce soir, on joue au Petit Montréal. Mais le Petit Montréal, c'était Saint-Jean. C'était chez Arto, là. Et aujourd'hui, ce jazz-là se retrouve au Cabaret Théâtre avec plus de 400 personnes parfois. Voilà. Avec l'aspect. Je trouve ça merveilleux. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est des petits morceaux, des petites contributions qu'on fait à gauche et à droite, mais quand on regarde aujourd'hui, en 2016, ce qui en reste ou ce que ça a apporté à la communauté, à la collectivité, quand même un élément de fierté, là. Oui. D'ailleurs, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure en disant, moi, ce que je veux, c'est me permettre de fignoler, si je peux le dire comme ça, fignoler davantage ma signature, que j'en sois de plus en plus fier. Donc, c'est sûr qu'il y a un élément de fierté. Moi, je suis fier d'abord de travailler dans Saint-Jean. Je suis un amoureux de Saint-Jean. Je veux dire, je n'irai pas vivre ailleurs. Et je suis fier de travailler en art et surtout de travailler avec les gens avec qui je collabore régulièrement. Bon. Et cette implication avec Arto, qui existe quand même depuis plusieurs années, là, vous avez repris un peu, disons, le flambeau à quasi temps plein ou pas mal à temps plein? À peu près. À peu près, hein, c'est ça. Arto, c'est quand même une coopérative d'artistes, donc c'est beaucoup de monde à gérer, c'est beaucoup d'événements, c'est un gros calendrier. C'est une grosse gestion et pourtant, là, vous êtes là, vous êtes actif. Et on sent, et je le sens quand je vous vois, vous aimez profondément les artistes. Oui. Et ce qu'ils font, ça vous parle, ça vient vous chercher, c'est viscéral. Oui, c'est viscéral et c'est aussi basé énormément sur l'émotion. Je pense que, entre autres, dans le domaine des arts, on est dans le domaine de l'expression. Et il n'y a pas d'expression s'il n'y a pas de communication avec les autres. Je pense que pour pouvoir s'exprimer, il faut d'abord écouter. Alors, ce que je fais avec les artistes, c'est tout simplement écouter et pouvoir me dire après, hey, c'est extraordinaire ce qu'ils font, là. Alors, si je suis convaincu que c'est extraordinaire ce qu'ils font, et c'est drôlement facile pour moi d'en faire la promotion par la suite, et c'est une question de conviction. Je travaille avec eux. Parlez-moi de la carrière d'auteur. Vous êtes rendu à combien de livres? 7. 7. Ça a commencé en quelle année?
1980 ou 79, ouais. Ouais, 79 ou 80. Comment on se lève un beau matin et puis on se dit, bon, ben là, je vais commencer à écrire, à griffonner 3-4 affaires, puis ça va finir par faire un livre, cette affaire-là. On se lève un matin, on se dit, bon, ben finalement, je vais faire un livre avec ça. C'est quoi le cheminement qui nous mène à l'écriture? Moi, je dirais que c'est quand on est un petit peu tanné de parler tout seul. De parler tout seul? Oui. C'est parce qu'on a tous des idées. J'avais des idées comme tout le monde. Je griffonnais. Et à un moment donné, je me suis dit, ben si je mettais ça en mots, si je mettais ça en forme, et si je commençais à parler avec des gens, parce que c'est ça le métier d'auteur, c'est parler avec des gens, c'est se dire en partant, et c'est un privilège, en partant, je sais que quelqu'un va lire ça en quelque part. Même si ce n'est pas le succès mondial, ça n'a pas d'importance, mais je sais qu'en partant, quelqu'un va lire ces mots. Alors, c'est une relation privilégiée, là. Quel plaisir on éprouve quand on appose les doigts sur le clavier, qu'on crée une histoire, qu'on crée des personnages, on crée des lieux. Et là, probablement qu'on se relie, puis on rechange des affaires, puis ça évolue, puis bon, on avance, on recule, ou je ne sais trop, chacun a sa méthode, là. Mais c'est quoi le plaisir qu'on éprouve derrière le clavier? C'est d'avoir un instrument, qui est un clavier, qui nous permet de créer un univers. Et ça, je pense que, encore là, on est privilégié. Quand on travaille à créer un univers, après ça, cet univers va pouvoir continuer à vivre tout seul, là. Je veux dire, c'est ça la création. Alors, c'est un plaisir immense parce que même si au départ, c'est pas facile nécessairement de dire « Ah, ben là, je viens de changer mon personnage, ça marche plus », mais au bout du compte, il y a un univers qui s'est créé. Et je peux dire que j'en suis partie prenante de cet univers. Mes personnages, moi, c'est devenu des amis, là. Alors, quels ont été ces livres, ces titres, les thématiques, les personnages qu'on a empruntés? Il y a eu le premier qui bizarrement, je dirais, refait surface, qui était en plein hiver des mannes à plein ciel. Et je n'avais pas appelé ça un roman, j'avais appelé ça une description du geste. Parce que pour moi, c'était plus le geste qui était important là-dedans. Alors, qui a été publié, comme je disais, en 79 ou 80, par les éditions Mille Roches, d'ailleurs. Ouais. Alors, celui-ci est revenu et je le trouve tout à fait extraordinaire. La petite série de 4 romans aux éditions du Phénix, Escouade 06, ça a été une découverte pour moi parce que travailler avec l'idée de créer un suspense, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on se demande comment je vais faire pour créer un suspense. Est-ce que je vais envoyer les gens dans des directions complètement farfelues ou bien si je limite un peu l'information, les indices que je donne et je les complète? C'est le chemin que j'ai voulu prendre et ça a été drôlement extraordinaire. Il y a eu le livre sur Robert Lorrain aussi auquel j'ai participé. J'ai eu un plaisir fou à travailler. D'abord, j'ai découvert Robert Lorrain. Pour faire une mise en contexte, Robert Lorrain est un être, disons, très, très introspectif, qui se promène rarement dans la région, mais vous pouvez voir ses œuvres. En fait, c'est les sculptures géantes qu'on voit un peu partout dans la ville, à l'Hôtel de Ville, à la place publique. Magnifique. On dit géante, mais aérienne en même temps. Magnifique. Parce que c'est un matériau quand même assez particulier qui est utilisé par le bronze, par Robert. Ça, c'était quand même particulier comme projet, ça. C'était particulier comme projet. L'idée qu'on avait, j'ai travaillé beaucoup avec Robert Lapierre là-dedans aussi. C'est un projet qu'on a mené de front tous les deux. Et c'était particulier parce d'abord, on se disait, c'est pas possible que ces œuvres demeurent à Saint-Valentin. Il faut absolument que ces œuvres, à un moment donné, soient connues, soient vues. Alors, on l'a fait dans ce sens-là. Et puis, moi, je suis bien content de voir aujourd'hui, quand je me promène sur Richelieu ou la rue Richelieu ou que je vais ailleurs, même à Montréal, parce qu'il a exposé à un moment donné dans le parc en sortant du pont Jacques-Cartier, je ne me souviens plus. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Sincèrement, si ça n'avait pas été de votre intervention ou de celle de Robert Lapierre, qui est le pharmacien à la retraite, là, probablement que Robert Lorrain sera encore un peu dans l'oubli aujourd'hui, honnêtement, là.
Parce que même vous l'avez amené sur le plateau ici, Oui. ce qui n'était pas une mince affaire. Parce que c'est une bébête un peu particulière, là. Mais quand même, il est venu ici parler de ses affaires. On le voit des fois, il vient encore à vos activités chez Artaud. Mais effectivement, c'est un artiste quand même unique en son genre dans la région. Mais si ce n'était pas de votre intervention, on n'aurait pas beaucoup entendu parler, honnêtement. C'est un artiste vraiment, vous le dites, unique. Je veux dire, sa façon de travailler, même sa technique et sa façon d'aborder des sujets on pourrait dire, les sujets qu'il aborde, on le disait tout à l'heure, c'est lourd, il y a souvent beaucoup de personnages, mais ça finit par être tellement fluide. Alors, Robert Lorrain, c'est un peu génial ce qu'il fait jusqu'à un certain point, et je suis bien, bien, bien content d'y avoir participé. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Plein de choses. Encore des livres à écrire? Ah oui, j'en ai un Ouais. chantier qui paraîtra probablement, je dirais, au printemps prochain. Et, il y a encore des spectacles à monter, il y a encore il y a encore le travail. Il y a plein de choses encore à faire chez Artaud, des projets que j'ai à mettre en place, faire en sorte que les arts soient de plus en plus liés. C'est pas vrai qu'il y a des frontières entre chacune des formes d'art. Et au-delà de l'écriture, est-ce que vous êtes vous-même un peu musicien? Non. Pas du tout? Non. J'ai beaucoup d'oreilles, cependant. Beaucoup d'oreilles. Vous tenez parfois un pinceau? J'ai déjà tenu. J'ai arrêté de tenir parce que j'ai compris. Mais non, mais... Non, mais je le dis, c'est intéressant parce qu'on peut aimer la musique, aimer les arts visuels sans nécessairement être un artiste soi-même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on peut... Vous, c'est la plume. Oui, mais on peut privilégier une forme d'art pour s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres formes d'art pour comprendre. Ouais. Alors, moi, je n'exclus aucune forme d'art. J'en privilégie une pour m'exprimer, c'est sûr. Et au final, dans tout ça, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où vient cet amour des arts et de la culture? Oui. Il doit y avoir un fondement, un début de quelque chose, un et... éveil durant l'adolescence, je ne sais pas. Oui. Je suis étonné moi-même parce que venant d'une famille qui n'était pas particulièrement ancrée dans le domaine des arts, j'ai été un peu étonné, mais à un moment donné, j'étais à Montréal et puis on parlait de... on était des jeunes, là, dans la vingtaine, et on parlait de théâtre et on se disait, bien, ce serait le fun. Il y avait l'émission Miville-Deschênes dans le temps, et on avait fondé une troupe de théâtre. Bon, alors, c'était 5 et 6 jeunes qui essayaient de faire des trucs de Molière, bon. Et on avait fait cette entrevue avec Miville-Deschênes, justement, à Radio-Canada, et après ça, on s'était dit, bien là, il faut continuer. Ça, c'est un chemin. J'ai eu le privilège de continuer dans ce chemin-là, et de fil en aiguille, bien là, voilà. Mais je ne peux pas te dire que c'est là que ça a commencé nécessairement, mais c'est sûr que c'était une orientation facile à prendre. Et qu'est-ce que vous retenez de l'expérience dans le monde de l'éducation? Enseignement, conseil pédagogique, ministère de l'Éducation. Il y a là aussi une contribution. Quand on travaille, on ne travaille pas dans le beurre, on ne travaille pas. Non. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Il y avait à l'époque beaucoup de choses à faire. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses à faire. Et c'est pas vrai que c'est uniquement quand on est en face des élèves que toutes les décisions se prennent. C'est vrai que quand on est en présence d'élèves, il faut travailler. Moi, j'ai un respect immense pour les enseignants parce qu'ils doivent composer avec des choses souvent inattendues et répondre comme ça. Mais il faut justement aider les enseignants avec des gens qui, en arrière, essaient de voir, de trouver des moyens, de trouver des raisons. Et jusqu'à maintenant, moi, ce que je déplore depuis quelques années, c'est que on a coupé dans ses ressources. On a coupé énormément dans ses ressources en se disant, bien, ça, c'est pas utile. Là, quand on sera plus riche, on se paiera des ressources. Mais le jour qu'on coupe les ressources, ça veut dire on fait une chose,
on laisse les enseignants seuls en classe et en leur disant, vous créez là, au jour le jour, mais vous créez comme ça. Là, je veux dire, non seulement vous travaillez, vous intervenez, vous composez avec la situation, mais aussi vous créez et vous trouvez vos moyens. C'est beaucoup. Je pense qu'on n'aurait jamais dû couper dans ces secteurs-là, que ce soit en orthopédagogie, que ce soit en pédagogie ou ailleurs. Gilles Gemme, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Et longue vie. Pleine de projets. Merci beaucoup. Bien, oui, merci. Tout à fait. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de basketball. Oui, avec Annie-Pierre Sanson qui va jouer dans la NCAA l'an prochain. Wow. Et toi, Alex, encore de baseball? Exactement, avec Marc Labbé, l'entraîneur en chef des Guerriers de Grand Bay dans le Junior Élite. Ne manquez pas ça. C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. On a procédé récemment à l'inauguration du parc Jean-Louis Boudreau dans le quartier NDL. C'est en fait à l'intersection du chemin Grand-Bernier et de la rue Saint-Jacques. Donc, la conseillère Mme Poisson était là, de même que des membres de la famille Boudreau qui étaient bien sûr sur place. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 $. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter les livrets. Et pour avoir la liste, vous téléphonez ou vous allez sur tvhr9.com. À demain. Bye bye.